Merci beaucoup Jean-Roch. Donc effectivement, on va parler de cet aller-retour absolument indispensable. Alors quand on s'intéresse au CSM, finalement ce qui est assez particulier, c'est qu'on a presque commencé par la clinique avant de faire de la recherche sur leur mécanisme d'action et sur avoir des modèles intéressants. Et finalement, on a tous en tête ici les premiers travaux de Katharina Leblanc qui avaient montré en 2004 chez un jeune enfant atteint de GVH aigu que l'injection de CSM issue de sa mère avait donné une rémission complète. Donc c'était la révolution, les CSM c'était fantastique. À un moment donné, à ce moment-là, on parlait encore de cellules souches mésenchymateuses et il y avait extrêmement peu de données pour expliquer comment ces cellules pouvaient être immunomodulatrices. Très peu de temps après, elle a fait paraître un papier dans le Lancet, toujours, cette fois-ci sur une série de 55 patients, montrant qu'il y avait une efficacité clinique, notamment en pédiatrie, chez les enfants atteints de maladies du greffon contre l'autre. Et vous voyez, ces patients, ils avaient été inclus entre octobre 2001 et janvier 2007, donc vraiment à une époque où on ne connaissait quasiment rien sur le mécanisme d'action de ces cellules. Donc finalement, au départ, ce champ, il s'est ouvert clairement par des résultats cliniques. Et du coup, sur cette base, se sont mis en place énormément d'études, à la fois des études in vitro, qui ont démontré que les CSM, c'était un peu la magic bullet, ça pouvait tout faire, ça inhibait tout dans tous les contextes, mais beaucoup basés sur des essais non standardisés et sur des produits de thérapie cellulaire eux-mêmes non standardisés, et généralement d'ailleurs des produits dans des laboratoires de recherche dans des conditions plus ou moins contrôlées. Et puis, il y a aussi une accumulation d'études cliniques conflictuelles basées à la fois sur des produits cellulaires non standardisés, avec pas de potentie essai, pas de tests permettant de comprendre leur efficacité, basées sur une absence de sélection des patients, on n'a pas de biomarqueurs pour prédire quels sont les patients qui vont répondre, et des designs cliniques extrêmement variés. Et donc, finalement, alors même qu'on a eu ces premières études extrêmement enthousiasmantes, il y a eu une approbation des CSM allogéniques dans le traitement de la GVH aiguë au Japon en 2015, mais à part ça, que dalle. Donc en Europe, on a les Allemands qui se sont mis à produire un produit de CSM dérivé de moelle osseuse qui a bénéficié d'une exemption hospitalière, mais on n'a jamais réussi à avoir accès à ce produit pour des patients français. Et aux États-Unis, la société Mesoblast, avec son produit qui s'appelle le Remstemcel-C, a été 2 fois rejeté par la FDA. Ils n'ont pas réussi à avoir un enregistrement de leur produit, malgré une étude positive de phase 3 chez les patients pédiatriques. Et ça n'est qu'en décembre de cette année, donc après quand même un très long chemin, que finalement, ce produit a été approuvé par la FDA. Et pour ça, l'une des choses que la FDA a exigé, c'est d'avoir des données additionnelles de potentie essai, disant, écoutez les gars, il faut peut-être revenir à un moment donné au bench. Donc bien sûr, l'important, c'est le traitement des patients, mais si on veut avancer, il faut qu'on ait des études précliniques et translationnelles de grande qualité. Alors ça, c'est valable dans la GVH, c'est valable aussi dans d'autres pathologies, on va le voir. Alors heureusement, je vous rassure, en France, on a quand même quelque chose maintenant, un produit qui s'appelle Ascalo, qui est produit par l'ESS Grenoble. Et si ce produit a pu être approuvé en exemption par l'ANSM, c'est parce que, et notamment c'est le travail qu'on a mené à Rennes au City, on a fait des études précliniques dans des modèles murins de GVH, où on a pu montrer notamment que les ASC avaient une efficacité dans un modèle de GVH modèle de GVH aigu pour que ces souris, donc ici ce sont des souris, survivent mieux. On a pu voir qu'in situ, au niveau des lésions cutanées de ces souris, eh bien, on avait une disparition de l'infiltrat T et une réduction de l'inflammation. On avait démontré préalablement qu'utiliser des cellules stromales mésenchymateuses issues de tissus adipeux, c'était plus efficace pour inhiber la fonction des lymphocytes T que des cellules stromales mésenchymateuses issues de la moelle osseuse. On a montré, j'en reparlerai, dans cet essai, dans la qualification des lots de ce produit, qu'il fallait remettre en culture les cellules avant leur utilisation. Et sur toutes ces bases, le produit Ascalo a été développé par l'EFS Grenoble. C'est un produit qui est obtenu à partir de CSM de tissu adipeux, qui est remis en culture avant injection. Et ça a été autorisé en janvier 2024. Il y a déjà 3 patients qui ont été traités. Donc pour arriver à ça, il n'a pas suffi de dire « mais il y a eu un essai fait par Katharina Leblanc qui avait montré l'efficacité ». Il a fallu démontrer, revenir à la paillasse et démontrer l'intérêt de ces cellules dans ce modèle-là particulièrement. Alors l'importance de revenir au bench, ça nécessite à la fois des modèles in vivo
et des études in vitro. In vivo, on a absolument besoin aujourd'hui, donc ça, il faut quand même le rappeler, hein, on ne tue pas des souris parce qu'on est des dangereux psychopathes, on a absolument besoin de modèles murins. Les maladies sur lesquelles on travaille, on n'est absolument pas capable de les mimer ou de les développer dans des systèmes in vitro 3D, c'est pas vrai. Donc on a besoin de modèles murins pour sélectionner les meilleures pathologies sur lesquelles on va pouvoir potentiellement être efficace, pour faire des analyses in situ, parce que la souris, effectivement, et c'est bien le principe, on peut avoir accès à tous les tissus de la souris, et donc on peut regarder ce qui se passe réellement au sein de ces tissus, et parce que ça nous permet de faire des études sur les mécanismes, ce qui est le point fondamental, hein, les mécanismes d'action des produits de thérapie cellulaire qu'on utilise, soit avec des souris génétiquement modifiées, soit en modifiant les cellules que l'on injecte. Et comme ça, on peut regarder, par exemple, je suspecte que c'est la molécule A qui est responsable de l'action de mes cellules. Je fais des cellules où j'ai enlevé la molécule A. Est-ce qu'elle marche? Si elle ne marche plus, ah bah oui, ma molécule, elle était vraiment importante. Mais ces modèles murins, il faut toujours garder en tête qu'ils ont des limites. La première limite, c'est que beaucoup de nos modèles, parce qu'aussi on a besoin de pouvoir travailler, sont des modèles qui miment des maladies aiguës et pas des maladies chroniques. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. On sait assez bien créer un certain nombre de choses après des injections d'un certain nombre de produits sur des durées courtes, hein, quelques semaines, parfois quelques mois. Ce n'est pas du tout la durée probablement de mise en œuvre d'une maladie auto-immune chez un patient, mais c'est ce qu'on a chez la souris. Donc, est-ce que c'est vraiment parfait pour reproduire ce qu'on va avoir dans un essai de CSM où on a un patient qui éventuellement a sa maladie auto-immune depuis des années? C'est une limite. Deuxième limite, nos modèles, on les a parce que généralement, ils reproduisent relativement bien, ou plus ou moins bien, mais quand même assez bien, les manifestations cliniques de la maladie. Parfois, ils en reproduisent plus ou moins bien les manifestations biologiques. Mais généralement, ils n'en reproduisent pas le driver. Quand on a un modèle sclérodermie systémique qui soit induit par HOCL ou par bléomycine, clairement, ce n'est pas ça qui induit la sclérodermie systémique chez un malade. Donc, du coup, ça pose quand même la question de savoir si ce qu'on va mettre en évidence chez les souris reflète réellement notre cible mécanistique qu'on veut cibler chez les patients. Et puis, le dernier point qu'il faut garder en tête, c'est qu'une souris n'est pas un homme. Alors, quand je dis ça, bien sûr, vous en doutez bien, mais notamment les mécanismes d'action des CSM peuvent être différents chez l'homme et chez la souris. Un exemple très classique dans ce field, les CSM humaines ont une action d'inhibition de la prolifération des lymphocytes T via une enzyme qu'on appelle IDO. IDO, c'est l'enzyme qui dégrade le tryptophane en kynurénine. C'est l'enzyme grâce auquel on peut faire des bébés, par ailleurs. Et s'il n'y a pas d'IDO, on n'est pas capable de faire des bébés. Mais par ailleurs, chez la souris, ce n'est pas IDO qui est responsable de cet effet, c'est une autre enzyme, qui est l'enzyme, c'est le INOS qui génère du NO. Et donc, en fait, ça n'est pas tout à fait le même mécanisme, bien que, dans les deux cas, on aboutisse à la même conséquence. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours garder en tête que, même si les modèles murins sont hyper importants, ils ont des limites et il faut en tenir compte quand on s'en sert. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours, bien sûr, des études in vitro. Et là aussi, il faut être extrêmement attentif à ce qu'on fait. Ce qu'on veut, c'est poser la question de quelle est la meilleure CSM, comment elle fonctionne. Et donc, on veut interroger la question de la variabilité interdonneur, de l'origine tissulaire, des conditions de culture. Mais pour faire ça, il faut que les méthodologies qu'on utilise pour le faire soient extrêmement standardisées. Aujourd'hui, le dogme, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire ces analyses en interrogeant un seul paramètre. On est obligé d'interroger une matrice de paramètres avec différents essais pour être capable de capturer réellement la fonctionnalité de ces cellules. Par ailleurs, de nombreux travaux, dont les nôtres, ont pu montrer qu'il faut le faire non pas sur des CSM tels qu'on les produit pour les patients seulement, mais sur des CSM que l'on a activés, puisqu'in vivo, quand on va traiter les patients, on traite toujours un patient qui est dans un contexte inflammatoire, dans nos contextes-là, et donc cette inflammation, c'est un primer qui va activer les CSM. Et donc, on va les tester in vitro, en présence d'un stimuli qui reproduit ce priming, et on va regarder leur évolution, leurs caractéristiques dans ce domaine. On peut aussi faire des tests fonctionnels en mettant en face tout un tas de cibles du système immunitaire, mais là, ça pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on regarde? La prolifération de ces cellules, leur polarisation, quels sont les mécanismes qu'on utilise, comment on les a activés? Et si vous n'avez pas des choses extrêmement standardisées, eh bien, vous pouvez effectivement dire beaucoup de choses différentes, mais vous n'arriverez jamais à répondre à la question de quelle est vraiment la meilleure CSM, la meilleure condition de culture et quel est l'impact de la variabilité interdonneur. Donc, très important, les données cliniques, bien sûr, c'est le Graal, hein, mais très important de se rappeler que le bench,
que ce soit chez la souris ou chez l'homme, c'est ce qui va être fondamental pour pouvoir aller de façon plus efficace à la clinique. Et donc, ce que je vous ai dit, comment ça se transfère en clinique. Donc, pour faire un essai à base de CSM, il y a un certain nombre de paramètres à définir. Le premier, bien sûr, c'est le design du protocole, les clinical guidelines. Ça, je ne vais pas revenir dessus, Dominique vous l'expliquerait beaucoup mieux que moi, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, la voie d'administration, le nombre d'infusions, la dose, mais aussi, on est souvent dans nos systèmes sur des essais avec des petits nombres de patients. Quel est le design statistique? Quel est le design clinique? Et il faut s'entourer d'un excellent statisticien si on veut être capable de répondre correctement à la question. Comme on est sur des cellules vivantes, on injecte un produit vivant. Bien sûr, les cellules elles-mêmes, le produit de thérapie cellulaire, il est extrêmement important. Et comme ce produit, il est vivant, les caractéristiques du patient qui va recevoir ce produit sont également extrêmement importantes puisqu'elles vont pouvoir modifier les caractéristiques du produit injecté. Donc il y a la caractéristique du produit et la caractéristique du patient. Alors ce qui est le plus proche de la clinique, bien sûr, c'est le patient lui-même, où c'est important de savoir quelle maladie il a, mais aussi, et vous aurez la chance d'avoir le professeur Alain Lesquat qui viendra vous parler du stade de la maladie, parce que ce n'est pas parce qu'on a une maladie, mais on a bien un continuum de stades et des stades très hétérogènes parfois dans ces maladies auto-immunes, donc ça va être un élément extrêmement important. Quel est l'état de ce patient, l'état immunologique, l'état métabolique? Est-ce qu'il a des traitements concomitants ou préalables qui ont modifié son système immunitaire notamment, ou d'autres éléments de sa physiopathologie, et qui vont influencer sa réponse au traitement? Et donc ça définit des critères de sélection. Typiquement, avec Dominique, sous l'égide de Dominique, on a mené, il y a quelque temps maintenant, un essai que vous connaissez pour certains d'entre vous, dans la sclérodermie systémique, chez 20 patients qui étaient traités par une seule injection intraveineuse de cellules stromales mésenchymateuses allogéniques, produites à partir de la moelle osseuse et utilisées fraîches, donc pas congelées. Dans cet essai, c'était un essai de phase 1, donc il y avait de la safety, mais enfin il y avait quand même une efficacité clinique aussi, et ça nous a permis d'avoir 15 patients répondeurs et 5 patients non répondeurs. Ça nous a donc permis de regarder chez ces 20 patients, est-ce qu'on pouvait identifier des critères qui étaient présents au préalable, avant traitement, et qui pouvaient être des marqueurs qui permettraient de prédire si le patient allait répondre ou non au traitement. Comme je vous l'ai dit, ces cellules stromales, elles répondent aux signaux inflammatoires, ce qui les prime pour acquérir des propriétés immunosuppressives. Donc ma première idée, c'est de dire vraiment plus il y aura d'inflammation, plus ils vont répondre au CSM. Et donc on a dosé, vous voyez, ça c'est tous les facteurs solubles qu'on a dosés dans le sang de ces patients. Et on a bien effectivement des patients qui ont un module de tout un tas de facteurs inflammatoires très élevés qui sont hyper inflammés. Et bien ça n'a aucune conséquence. Peut-être parce qu'en fait, tous ces malades étaient quand même tous à un stade avancé de leur maladie, ils avaient tous un certain état inflammatoire, mais le fait qu'ils soient plus forts, ça n'a pas impacté la réponse au traitement. Par contre, on a un paramètre qui impacte la réponse au traitement, ça a déjà été un peu évoqué d'ailleurs, on y reviendra je pense dans l'après-midi, c'est le niveau de TGF-bêta, suggérant que le fait d'avoir une maladie plus fibrotique est associé à une non-réponse chez ces patients par rapport à des patients qui avaient un taux de TGF-bêta plus faible. Donc ça, bien sûr, ça nécessitera d'être validé dans des études plus larges, mais c'est exactement le genre d'approche qu'on voudrait avoir de façon plus large pour essayer de comprendre comment on va être capable de prédire des patients qui vont mieux bénéficier des stratégies thérapeutiques que l'on propose. Donc, on a designé un protocole, on a défini les caractéristiques de notre patient et on veut leur injecter un produit qui est des cellules stromales mésenchymateuses. Et là, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement important, c'est la variabilité possible de ces cellules. Donc ces cellules, on peut les produire à partir de différents tissus. Le premier tissu historique qui a été utilisé, c'est la moelle osseuse, parce que c'est là qu'elles avaient été décrites par Friedenstein en 1975. Mais il y en a également beaucoup dans le tissu adipeux. Pour ne faire de peine à personne, malheureusement, ça n'est pas corrélé à notre périmètre, mais on a tous des cellules stromales mésenchymateuses dans le tissu adipeux, qui est un excellent tissu source. Et puis il y en a aussi dans l'umbilical cord, et on peut maintenant également dériver des CSM à partir d'IPS. Donc la source tissulaire, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est le donneur. En fait, il y a plein de questions sur le donneur. Alors, il y a tout un tas de débats. L'âge, c'est sûr. Le reste, c'est des choses qui donnent lieu à pas mal de sujets dans la littérature. Ce qui est certain, c'est le fait d'être autologue ou allogénique et d'être un sujet sain ou un patient.
On sait que dans beaucoup de maladies auto-immunes, on a des défects, des déficits fonctionnels des cellules stromales mésenchymateuses, ce qui nous a tous conduits à proposer des essais à partir de cellules allogéniques, donc dérivées de sujets sains. Et puis les paramètres de production, ça a l'air très trivial, mais c'est fondamental. Est-ce qu'on utilise des cellules fraîches ou congelées? Je vous ai dit qu'on avait utilisé des cellules fraîches dans le protocole avec Dominique. Ce sont également des cellules qu'on a remises en culture, donc on a régénérées, qu'on utilise dans Ascalo. C'est vraiment un point important. Le taux d'expansion au milieu de culture. Mais pour pouvoir poser ces questions, il nous faut des potentiels essais, c'est-à-dire des tests liés au potentiel clinique des cellules. Et ça, c'est tout l'enjeu dans ces thérapeutiques. Alors, quels sont les paramètres importants? Je dis, il y en a beaucoup. Au laboratoire, on a beaucoup travaillé sur l'origine tissulaire. On a pu montrer dans un travail qui est maintenant paru il y a quelques années que pour inhiber notamment les cellules T, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est mieux si on a des cellules stromales mésenchymateuses issues de tissus adipeux que si on a des cellules stromales mésenchymateuses issues de moelle osseuse. Mais pour faire ce travail et que ce soit bien fait, il ne faut pas comparer les CSM de moelle de Dédé avec les CSM de tissu adipeux de Georges. Et donc là, on a pu le faire parce qu'on a pris 15 sujets sains à qui on a prélevé de la moelle et du tissu adipeux. On l'a produit dans les mêmes conditions et on a pu dire oui, lorsqu'on s'affranchit de l'hétérogénéité interindividuelle, on a un résultat cohérent. Donc, toujours faire attention à la façon dont on pose sa question, bien sûr. La deuxième question, c'est l'impact de l'amplification. Et là, on a pu le montrer, ça a été confirmé depuis par plein d'autres études, que quand on garde les cellules pendant longtemps, par exemple, on a un industriel et on veut faire un seul lot pour plein de receveurs, donc on a besoin de plein de cellules, eh bien, en fait, on a un phénomène de sénescence associé à cette amplification, qui est associé aussi à l'apparition d'altérations karyotypiques qui n'ont aucun caractère transformant, mais qui nous ont bien embêtés il y a quelques années. Et donc ça, ces cellules qui deviennent sénescentes, eh bien, elles perdent leurs propriétés immunosuppressives, notamment parce qu'elles modifient leur protéasome et qu'elles se mettent à dégrader l'enzyme IDO, dont je vous ai parlé précédemment, qui est responsable de leurs propriétés fonctionnelles. Et donc, il ne faut pas faire des grosses amplifications en culture. Et puis le troisième point, c'est cette histoire de congélation. Dans Ascalo, c'est bizarre, bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Dans Ascalo, la barre blanche ici, c'est des cellules qu'on vient de décongeler, et ça, c'est le niveau d'inhibition de la prolifération. Donc celles-là, clairement, elles n'inhibent pas la prolifération. Si je les laisse une semaine en culture, elles se mettent à très bien inhiber la prolifération. Donc, il faut les remettre en culture. Et puis, ça, c'est quand on les garde, parce qu'on fait de la thérapie cellulaire, donc on est dans la vraie vie. Les cellules, on les a remises en culture, puis on doit les envoyer pour les injecter à quelqu'un qui n'est pas forcément la porte à côté du laboratoire de thérapie cellulaire. Si on les garde pendant 24 heures, eh bien, on peut elles inhibent toujours la prolifération, et donc on va pouvoir les faire transiter vers le malade. Et 48 heures, on voit que c'est moins bien, il ne faut peut-être pas les faire transiter trop longtemps. Donc le problème de tout ça, c'est qu'en fait, très souvent, on n'est pas drivé par quelle est la meilleure cellule, on est drivé par quelle est la cellule à laquelle j'ai accès. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment réfléchir. Mais ça pose des problèmes réglementaires, puisque chaque fois qu'on modifie un tout petit truc, il faut tout refaire. Et ça, c'est clairement une limite à l'optimisation. Une fois que j'ai démontré que si c'est mieux de remettre en culture, il va falloir que je démontre que tous les lots que je remette en culture plein de fois, ça a les mêmes caractéristiques, c'est mieux, etc. Et donc, chaque avancée qu'on fait nécessite des contacts très lourds et très prolongés avec les agences réglementaires. Mais est-ce que tout ça, c'est pertinent en clinique? Alors pour ça, on a bénéficié encore une fois de ce fantastique essai promu par Dominique, puisqu'il s'avère que ces 20 patients qu'on a traités pour une sclérodermie systémique, on les a traités avec 20 lots de CSM. Là, encore une fois, c'est la seule façon de répondre à la question. Parce que si vous utilisez un lot pour tout le monde, vous n'avez jamais posé la question de l'hétérogénéité des CSM que vous produisez. D'abord, on a fait un truc bourrin qui n'a pas marché. On s'est dit, on va regarder leur profil d'expression génique. Bon, elles étaient toutes pareilles. Bon, donc, aucun lien entre le lot et rien du tout en termes d'expression génique. Bon, et aucun lien, du coup, avec la réponse clinique. Et puis, on s'est dit, bon, moi, je vous l'ai déjà dit, donc forcément, ça a l'air un peu redondant, on va les stimuler in vitro et regarder leurs propriétés fonctionnelles en réponse à cette stimulation. Et là, ça a été beaucoup plus intéressant, on a dosé plein de choses, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a pu voir que tous les patients qui ne répondaient pas, eh bien, ils avaient reçu des lots où il y avait moins de réponses, en gros, à ces systèmes inflammatoires, et en particulier moins d'activité IDO, moins de production de CCL2 et moins d'expression d'HLA-DR. Alors bien sûr, ça, on ne peut pas savoir, ça ne démontre pas, ça peut être un surrogate marqueur, ce n'est pas forcément le mécanisme d'action.
mais c'est des choses qui sont quand même extrêmement intéressantes et qu'on va étendre maintenant dans d'autres études. Donc, on a bien fait notre essai clinique, il est super bien, on a un bon statisticien, on a bien sélectionné nos patients, on a choisi le super produit de thérapie cellulaire. Mais en fait, vous voyez qu'ici, il y a un trou. Parce que pour que tout ça se soit valeureux, pour que ce soit positif, il faut quand même qu'on comprenne le mécanisme d'action et on peut aussi utiliser les études cliniques pour cela. Comment? Eh bien, en faisant des suivis, en essayant de chercher des biomarqueurs d'activité qui vont nous donner des idées sur le mécanisme d'action. Ça peut être chercher des facteurs solubles ou cellulaires, ça peut être poser des questions phénotypiques, transcriptomiques, fonctionnelles. On peut regarder ça de façon locale ou systémique, mais il faut le faire dans les essais cliniques. Alors, qu'est-ce que c'est les mécanismes d'action des CSM? Très rapidement, vous le savez, il y a deux grands mécanismes d'action. Un mécanisme d'action de type niche, c'est des cellules qui vont favoriser l'angiogénèse, produire des facteurs trophiques, supporter l'hématopoïèse. Et puis, c'est des cellules qui sont immunosuppressives par différents mécanismes, qui sont en particulier, on l'a dit, dépendants de leur activation par des facteurs inflammatoires et qui comprennent des enzymes suppressives, des facteurs solubles suppressifs, des vésicules extracellulaires suppressives. Et puis, un mécanisme un peu particulier dont Alain reparlera, qui est l'efferocytose. Donc, elles sont phagocytées par les macrophages qui deviennent alors eux-mêmes immunosuppressifs. Est-ce que ça, on va être capable, en faisant du monitoring, de regarder quelque chose au travers de ça? Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire, encore une fois, dans cet essai clinique. Quand on a fait du phénotypage, la première chose qu'on a vue, c'est qu'on avait globalement une activation des cellules NK et des TCD8, et on s'est demandé si c'était lié au fait qu'on injectait des cellules allogéniques. On a quand même 2 patients qui ont développé des anticorps contre les CSM, contre les antigènes du donneur de CSM. Ça, c'est pas impossible, et c'est quelque chose qu'il faudra reconsidérer effectivement, même si on n'a pas vu de lien, pour le coup, entre cette alloimmunisation éventuelle et la réponse clinique. Ça n'a pas eu l'air d'être un frein. On a eu très peu d'alloimmunisation lorsqu'on a utilisé les cord blood, mais c'est vrai que c'est un petit nombre de patients, donc ça nécessiterait une plus grande étude pour le dire. Et on a eu à peu près le même taux d'alloimmunisation lorsqu'on a utilisé des BMMSC dans ce magnifique essai montpelliérain qui est la publication de Respine. C'est pas corrélé donc à la réponse clinique, je vous ai dit, on n'a rien vu en termes phénotypiques sur les Treg, sur le reste, et on a par contre vu une augmentation de cellules B avec un phénotype de B régulateur. Et donc là, on s'est dit, c'est pas suffisant de faire ça, il faut faire du fonctionnel. Donc d'abord, on a regardé les B des patients avant traitement, et on a regardé un certain nombre de paramètres chez ces patients, et on s'est rendu compte qu'il y avait une signature chez les malades associée au fait que les lymphocytes B sont capables de produire des facteurs inflammatoires et profibrotiques. Ça, c'est décrit dans la sclérodermie systémique. Et quand on a cette signature-là, eh bien, on répond moins bien au CSM. Donc si on a des B qui sont très altérés fonctionnellement, on n'est pas capable de répondre correctement à l'injection des CSM. Ça suggère qu'il y a peut-être un lien entre CSM et lymphocytes B. Donc on a regardé les lymphocytes B au cours du traitement et on s'est rendu compte qu'effectivement, chez les patients répondeurs, on se met à produire de l'IL-10 dans les lymphocytes B, ce qui est un marqueur de B régulateur. Donc notre hypothèse à ce stade, c'est que chez ces patients, les CSM ont permis de restaurer une balance entre des lymphocytes B qui sont profibrotiques et pro-inflammatoires, qui produisent du TGF-bêta et de l'IL-6, vers des lymphocytes B régulateurs qui produisent de l'IL-10. Et donc que les B sont un des targets des CSM dans la sclérodermie systémique. Et on a eu encore plus de chance parce qu'on a continué de travailler avec Dominique, donc ça déjà rien qu'en soi, c'est une chance énorme. Et donc, dans le cadre d'un autre essai clinique qu'on a mené avec Dominique dans le lupus, où là on a traité 8 patients atteints de lupus par une injection IV de CSM umbilical cord allogénique, produite à partir d'un seul donneur. Donc là, on ne va pas poser la question d'hétérogénéité entre les lots. Eh bien, on a vu toujours pareil, de la safety, de l'efficacité. On a fait du coup du single cell RNA-seq sur les lymphocytes B, puisque là, on avait une hypothèse de travail. C'était plus facile. Ce que vous voyez là, c'est rond, c'est les cellules de ces différents patients avant et après traitement. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a vu chez ces malades, de façon transitoire, un reprogramming de ces lymphocytes B, avec une diminution des lymphocytes B pathogéniques dans le lupus. Alors le lupus, c'est vraiment une maladie où les lymphocytes B sont reprogrammés avec des lymphocytes B pathogènes qui ont des caractéristiques phénotypiques et fonctionnelles particulières que je ne vais pas décrire ici. Mais on a vraiment un impact sur ces cellules B pathogènes, alors qu'à l'inverse,
on a plutôt une augmentation de lymphocytes B qui sont moins différenciés vers ces cellules pathogéniques et de lymphocytes B transitionnels. Et on a pu confirmer ça en cytométrie en flux sur toute notre cohorte. Donc ça, c'est le même résultat que ce qu'on a eu pour la sclérodermie systémique. On a là aussi une action sur les lymphocytes B et c'est quelque chose qu'on va pouvoir maintenant continuer de travailler. Donc si vous avez bien suivi, j'espère que je n'ai pas été trop longue et trop enquisinante, ces 4 paramètres, ils sont cruciaux. Et ces 4 paramètres, on va en continuer de les travailler à l'avenir avec peut-être même d'autres produits de thérapie cellulaire. Actuellement, l'idée, ça serait d'optimiser encore ces produits. La plupart des Américains, d'ailleurs, ils envisagent de faire des essais maintenant avec des Enhanced MSC, des MSC augmentés, soit par du priming, soit par du gene transfert, soit par du reprogramming épigénétique. Ça, c'est un exemple de choses qu'on fait au laboratoire. Vous avez des molécules qu'on peut ajouter qui agissent sur l'épigénétique de ces cellules, qu'on appelle des EZH2 inhibiteurs. Et bien, quand vous mettez ces petites molécules in vitro, vous voyez que c'est suffisant pour induire ces marqueurs qui sont absolument indispensables pour l'efficacité clinique des CSM. Donc moi, je parierais que si on continue dans 10 ans d'utiliser les CSM, ça ne sera certainement pas celles qu'on utilise aujourd'hui, ça sera des CSM enhanced, plus efficaces, sur lesquels, du coup, on contrôlera aussi cette hétérogénéité potentielle. Et pour que tout ça, ça marche, eh bien, je crois que vous l'avez compris, il faut que ce soit un cercle vertueux qui inclut l'ensemble de ces éléments et qui aille du bench au bedside et du bedside au bench en permanence, ce qui sous-entend bien sûr des interactions fortes entre cliniciens et chercheurs. Conclusion, les CSM, c'est intéressant, certainement dans des indications et des patients bien sélectionnés. Il reste encore beaucoup à faire pour comprendre les mécanismes d'action de ces cellules et donc il y a un intérêt d'avoir des études ancillaires et des modèles murins robustes et efficaces. Il faut du bidirectionnel du clinique à la recherche et puis il faut travailler dans des networks à l'échelle nationale et européenne. Pour finir, je voudrais remercier tous les gens qui sont associés à ce travail. Donc ça, c'est le CITI dans son ensemble. On ne fait pas que des CSM, mais c'est le CITI dans son ensemble. Et en particulier, Joël et Virginie qui sont ici aujourd'hui. Également Judy Kael qui nous a beaucoup aidé pour les analyses de single-cell RNA-seq du patient lupus. Alain, avec qui on travaille maintenant, qui est également ici, qui va vous parler après, sur les CSM dans la sclérodermie systémique. Matek, bien sûr, et Dominique. Et puis, vous dire qu'il y a des beaux essais qui démarrent. Merci de votre attention.